l'aide d'Audrey Pulvar également. Puis on a tous nos événements autour de la RSE, de la transition écologique, conférences, suppléments RSE, tout ça qu'on a lancé depuis 3 ans. Aujourd'hui, je vous l'annonce, Stratégie va signer la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Parce qu'on voulait nous-mêmes être en cohérence avec ce qu'on écrit, avec ce qu'on explique, et puis avec ce virage qu'on est en train de faire et d'accompagner dans le secteur de la communication. Donc ça va avoir un impact sur nous aussi, sur notre façon d'écrire, sur notre façon de réfléchir aussi à la transition écologique. Il y a une partie qui sera de la formation, avec la formation des journalistes, et puis une partie aussi éditoriale sur les champs éditoriaux qu'on va continuer à explorer sur ces thèmes-là. Voilà, on voulait vous l'annoncer avant de démarrer cette conf sur le thème des communicants engagés. Ce soir, on a réuni pour le symbole aussi une dizaine de communicants qui sont particulièrement actifs sur le sujet de l'engagement écologique et de l'engagement au global pour comprendre avec eux comment on transforme une marque en prenant le virage de l'écologie. Je voulais remercier nos 2 partenaires sur cette conférence, Les Échos, Le Parisien Média et l'agence The Good Company. On peut les applaudir. Merci à eux. Et puis, je vais appeler sur scène Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. On peut l'applaudir bien fort. Madame la ministre, on va vous donner un micro. Attention, l'escalier est un peu dangereux. Alors, on est ravis de vous avoir à nos côtés. Merci d'être fidèle au rendez-vous avec nous. Ça fait 2 ans que vous êtes avec nous. Alors, première question. Après cet été qui a été un peu meurtrier sur le front du climat, est-ce que vous pensez que les entreprises ont un nouveau rôle à jouer dans la société pour accompagner la transition écologique ? D'abord, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de retrouver Stratégie et tous ses partenaires. Oui, alors je pense qu'il y a un engagement qui est porté par les entreprises de longue date, par les entreprises, bien sûr, du champ de l'économie sociale et solidaire que je représente aujourd'hui, mais aussi par les grandes entreprises. Et je veux partager avec vous, en tant que témoin et partenaire de cet engagement des entreprises, certains sujets sur lesquels, vraiment, je pense qu'elles ont été à l'avant-garde et qu'elles ont permis d'avancer sur les grandes transitions que notre pays traverse. D'abord, sur une question qui me tient à cœur, qui est la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et plus précisément de la question de l'équilibre des temps de vie, de la conciliation des temps de vie. C'est vrai qu'on a vu des grandes entreprises s'engager pour demander un congé paternité allongé, pour créer des conditions d'exercice de la conciliation vie professionnelle, vie familiale plus favorables, et pour jouer quasiment un rôle de lobbying en direction des pouvoirs publics, ce qui a amené le gouvernement à allonger le congé paternité à 30 jours dans le sillage de ces grandes entreprises. Plus récemment, pendant la période de confinement, on a vu et on a travaillé avec beaucoup d'entreprises qui se sont engagées. Je pense par exemple à ces entreprises de la grande distribution qui ont accueilli des femmes victimes de violences conjugales, à celles qui ont créé des points d'écoute et d'accueil avec la police et la gendarmerie. Quand j'étais au ministère de l'Intérieur, nous avons travaillé avec elles pour mieux faire connaître les dispositifs de protection, à ces magasins qui ont transmis le numéro du 3919 par des bandes sonores, sur les tickets de caisse. Donc cet engagement des entreprises, il existe et il est extrêmement fort. Et puis dernier sujet d'engagement, au-delà de la question de la transition écologique qui est fondamentale, récemment sur la question de l'accueil des personnes venant d'Ukraine et des réfugiés, on a eu là aussi un afflux. Vraiment, j'ai organisé dans mon ministère de nombreuses réunions avec des entreprises de toute taille qui avaient envie de s'engager, quel que soit d'ailleurs leur secteur d'activité, pour faire en sorte de soutenir des personnes venues d'Ukraine, de leur fournir des téléphones, des vêtements, des meubles, de l'alimentaire, mais aussi pour coordonner l'organisation, l'accueil, l'hébergement. Donc vraiment, je crois que cet engagement avec la RSE, mais aussi avec les fondations d'entreprises qui se développent de plus en plus, et dont j'ai la responsabilité dans ce nouveau ministère, l'engagement des entreprises, il est extrêmement fort. Et maintenant, peut-être, il est temps qu'il soit aussi visible qu'il est fort. Mais ce sera, je pense, l'objet de la suite de l'échange. On va en parler. Vous n'avez pas l'impression qu'avec l'hiver qui s'annonce, qui va être un peu compliqué, on va demander encore plus aux entreprises de s'engager et quelles pourraient être les pistes d'engagement forts ? Oui, bien sûr, mais je pense que d'abord, les entreprises ne sont pas à part de la société. Moi, j'étais présidente d'association, d'un réseau qui s'appelait Maman Travail. J'étais aussi une serial entrepreneuse, alors à ma modeste échelle. Mais dans les entreprises, il y a des personnes, il y a des emplois. Je pense que l'humain, l'homme au sens de l'humain, est un animal social. On a besoin aussi de rencontres, on a besoin d'échanges avec les autres, on a besoin d'interaction
avec d'autres personnes. Et donc l'entreprise, c'est aussi, je pense, ce lieu de rencontre, et avec les difficultés que l'on peut entendre, que l'on peut vivre, qu'elles soient sur le continent européen ou qu'elles soient au plus près de nous, autour des questions d'inflation et autour des questions liées à la question de l'énergie, eh bien, je crois que c'est aussi un lieu de rencontre et c'est important de le souligner. Est-ce que c'est une question qui revient souvent, et d'ailleurs Luc nous l'a soumetté, Luc Wise, en conférence de rédaction il y a quelques jours. Est-ce que l'inflation ne va pas tuer la consommation responsable et la communication responsable? Est-ce qu'il n'y a pas un risque autour de ça? Écoutez, je ne le crois pas. Moi, je veux d'abord délivrer un message d'optimisme. Je pense qu'on consomme aujourd'hui assez différemment. Et en une génération, on a en fait même presque radicalement changé la manière de consommer. Il y a une récente étude qui montre que 80% des consommateurs aujourd'hui prennent en compte la question de l'impact dans les choix de consommation. Alors après, est-ce que ça se traduit par un achat? Ça, c'est un autre débat et un autre sujet. Mais en tout cas, je pense que cette question, elle est plus que jamais présente. C'est un momentum aussi pour toutes les entreprises qui travaillent dans le champ de l'économie circulaire, dans le champ des recycleries, dans le champ de la question de l'impact. Toutes les entreprises qui se posent la question de leur impact carbone, aujourd'hui, c'est pris en compte. Et je pense qu'on ne regarde plus les noms des entreprises ou les noms des marques et leurs logos juste pour le produit qu'elles apportent ou pour l'imaginaire qui est autour, mais aussi pour les valeurs qu'elles véhiculent et pour les valeurs concrètes qu'elles véhiculent. On a vu des listes de boycotts de marques parce que certains considéraient qu'elles ne respectaient pas assez les valeurs comme les droits humains, comme la question de l'écologie, etc. Je pense qu'on va de plus en plus vers cette exigence de plus en plus forte du consommateur, et notamment dans les jeunes générations. J'ai souvent raconté, je suis une mère de famille, donc je parle beaucoup de mes enfants, j'ai souvent raconté le fait que moi, quand j'avais 15 ans, dans ma cité, ce qui était chic, c'est d'avoir un nouveau jogging avec plein de logos dessus, et ça, c'était vraiment chic. Pour la génération de ma fille qui a 15 ans, ce qui est plutôt chic, c'est d'avoir un jean vintage ou acheté de deuxième ou troisième main, rapiécé, pris dans un kilo shop ou sur Vinted, ou qui en tout cas a un impact carbone zéro, qui n'a exploité personne pour être fabriqué, qui est fabriqué dans un circuit local ou qui est recyclé et qui est remis sur le marché. Et je crois que cette génération, cette jeune génération, elle pousse aussi un peu les parents et les générations d'avant à se remettre en cause dans la manière dont on consomme. Et ça, je pense que les marques l'ont parfaitement compris et sont en train de l'intégrer. Et la pub là-dedans, quel peut être son rôle? Est-ce qu'elle a un rôle d'accompagnement dans la transition écologique? Et puis comment prévenir le greenwashing? Il y a la RPP qui est là, bien sûr, c'est une partie de son travail. Mais comment on prévient le greenwashing? Oui, bien sûr. D'abord, merci de le rappeler. La publicité, c'est pas la jungle. Et donc, il y a des autorités qui sont chargées, qui sont le gendarme, je sais qu'on n'aime pas ce terme, mais en tout cas, qui sont chargées de vérifier si toutes les obligations sont bien remplies. C'est la première chose. Et ensuite, si vous me le permettez, moi, j'ai, dans les 5 dernières années, rencontré beaucoup d'entreprises engagées, comme je disais tout à l'heure, dans le champ de l'égalité femmes-hommes, dans le champ de la transition écologique, dans le champ de l'accueil des réfugiés, dans le champ de l'insertion. Et pas mal d'entre elles faisaient énormément de choses et m'ont dit qu'elles ne souhaitaient pas communiquer sur ce qu'elles faisaient. Et moi, très honnêtement, face au greenwashing, je ne dis pas aux entreprises communiquez moins, je leur dis communiquez plus. Parce que d'abord, je pense qu'aujourd'hui, on a des outils de mesure de l'impact. Et donc, c'est extrêmement important d'être fier de ce qu'on fait et d'être solide et assuré sur les transitions dans lesquelles on s'est engagé, fort de ces outils de mesure de l'impact et de les communiquer. D'abord parce que vous ne communiquez pas que pour vos marques, vous communiquez aussi pour accompagner ces grandes transitions et pour accompagner cette transition de l'imaginaire qui existe autour des marques. Et puis ensuite, parce que justement, le greenwashing, le soupçon de greenwashing, il survient quand on a l'impression qu'il y a un delta entre ce qui est fait et ce qui est communiqué. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas communiquer. Au contraire, je dirais que c'est vraiment une manière de faire la transparence sur les actions qui sont entreprises et de vraiment accompagner avec soi tout un secteur, pas uniquement soi, mais de créer une saine émulation, y compris avec parfois les marques concurrentes ou du même secteur, pour les embarquer avec soi et emmener toute une filière dans la transition écologique ou dans la transition féministe et dans l'engagement de façon générale autour de tous les sujets. Donc il y a une lutte contre le greenwashing qui existe et qui est menée, mais ce n'est pas une raison pour être timide. Et je dis aux entreprises engagées qu'on a besoin d'elles et on a besoin de savoir qu'elles sont engagées. Donc continuez à communiquer. Eh bien, merci beaucoup. On applaudit très fort Madame la Ministre. Merci pour ce témoignage. Merci. Attention en redescendant à l'escalier qui est un peu dangereux. Merci encore. Alors, vous pouvez suivre aussi cette conférence en live et sur nos réseaux sociaux. Corinne Régène, qui est Chief Impact Officer, directrice générale des Échos, Le Parisien Média, en charge des pôles partenaires, j'invite sur scène. Bienvenue Corinne. Bonsoir.
Tout est dit, je crois. Hein. Oui, mais non. non, bien sûr que c'était clair, que c'était complet, mais on a besoin d'exemples concrets des entreprises. Et moi, avec vous, je sais qu'on en aura des exemples concrets. Vous avez pour objectif d'être entreprise à mission. Qu'est-ce que ça veut dire pour un média et où vous en êtes dans votre feuille de route ? Alors effectivement, on s'est inscrit depuis 3 ans maintenant, le groupe Les Échos Parisiens s'est inscrit depuis 3 ans maintenant dans une trajectoire pour devenir entreprise à mission. Le point de départ, c'était vraiment de se dire qu'un groupe média comme le nôtre, avec notamment Les Échos, Le Parisien, est quasiment d'utilité sociale de façon intrinsèque. Et c'est vrai que dans la transformation, le bouleversement, la révolution responsable qui s'est accélérée ces dernières années, on s'est dit il y a 4 ans, c'est pas possible de continuer comme ça, il faut vraiment mettre au cœur de la transformation une stratégie qui soit une stratégie engagement responsable. Donc là, on a mis en place 3 piliers pour déployer cette stratégie. D'abord, l'énonciation d'une raison d'être, favoriser l'émergence d'une société responsable en informant, mobilisant, accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. Deuxième pilier, en identifiant des leviers d'engagement pour déployer cette raison d'être. Donc montrer le chemin, montrer l'exemple. Montrer le chemin, ce sont les contenus produits par nos rédactions et les événements organisés par nos équipes pour accélérer la prise de conscience et favoriser le passage à l'action. Et montrer l'exemple, ce sont toutes les actions internes pour s'aligner avec ce montrer le chemin. Il faut être exemplaire pour prétendre montrer le chemin. Et donc là, c'est la stratégie de décarbonation du groupe, c'est la charte de parité, c'est toutes les actions internes, c'est tout ce qui concerne l'empreinte carbone d'une façon générale. Et puis le 3e pilier, c'est vraiment ce qui concerne la gouvernance, c'est-à-dire l'enjeu et le sujet, c'était vraiment de mailler toute l'entreprise de façon à ce qu'il n'y ait pas que des grands axes qui soient descendants du comité exécutif aux collaborateurs, mais que tous les collaborateurs puissent s'emparer de ces sujets. Très concrètement, puisque vous me suggériez des exemples, premier exemple, c'est la façon dont on est en train de finaliser notre empreinte carbone. On a fait 2 mesures d'empreinte carbone, une avec Carbone 4 pour le groupe et une avec Utopie. Donc là, on est en train de la finaliser et de déployer cette décarbonation du groupe pour nous mettre dans une trajectoire qui est la trajectoire des accords de Paris à 1,5 degré. Deuxième exemple, la mise en place d'indicateurs, puisque les 3 piliers que j'énonçais tout à l'heure, ils ont abouti à une feuille de route qui est vraiment opposable, qui est très rigoureuse. Donc 130 indicateurs, 50 actions. Exemple d'indicateurs, ce sont par exemple la façon de piloter la transformation en termes d'audience et de performance des articles qui traitent de ces sujets-là. Et puis, 3e illustration, c'est par exemple, en novembre prochain, il y a la COP27, vous le savez, tout le groupe va se mobiliser autour de la COP27 avec chaque marque à sa façon, Les Échos avec sa ligne éditoriale, Le Parisien avec sa ligne éditoriale, Radio Classique investir autour de ces sujets-là. Est-ce que le plus difficile, c'est pas finalement d'embarquer l'interne, l'équipe interne ? Alors, non seulement c'est pas le plus difficile, mais c'est au contraire enthousiasmant et incroyablement stimulant. La première chose côté collaborateur, c'est qu'on voit à quel point chacune d'entre nous, en fait, a le sentiment, avec un projet de ce type, de participer à un projet qui est plus grand que soi et qui est plus grand que l'entreprise. Donc le sentiment de contribuer à un projet qui fait du sens, comme on dit aujourd'hui, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui me marque quand je vois des collaborateurs qui s'emparent de ces sujets, et notamment les plus jeunes, il faut quand même le dire, pas seulement, mais les plus jeunes avec beaucoup d'enthousiasme, c'est un sentiment là aussi de réalignement entre le pro et le perso. C'est-à-dire que le sentiment de se dire que ce qu'on fait à l'extérieur, la conviction profonde qu'on a, qu'il faut contribuer, qu'il faut apporter sa part dans cette transition, elle peut aussi être mise en œuvre au sein de l'entreprise. Et puis la troisième chose, c'est, alors de manière plus pratico-pratique, c'est l'employabilité des collaborateurs, c'est-à-dire le sentiment de monter en compétences en appliquant dans son métier, et chacun dans son métier, journaliste, publicitaire, RH, contrôleur de gestion, la possibilité de monter en compétences et d'appliquer à son métier tout ce qui concerne le champ de la transition environnementale et sociale. Voilà, donc c'est vraiment un bénéfice très fort. Il y a une dimension dont on n'a pas parlé, c'est la façon dont vous accompagnez vos propres annonceurs dans ce moment.
Alors, il y a deux façons pour nous de le faire. D'abord, la première façon, et ça a été très bien dit par Madame la Ministre, c'est que nous, on a la conviction que, et dans le prolongement de la stratégie du groupe, que la publicité, la communication, c'est un levier efficace de la transition environnementale, et que pour rendre possible un monde bas carbone, il faut le rendre désirable. Donc, pour le rendre désirable, il faut changer les imaginaires, il faut changer les stéréotypes. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le message. Et nous, notre sujet, un de nos sujets, c'est de réunir les conditions pour permettre aux entreprises de pouvoir valoriser ce type de message. Ça, c'est le premier champ. Le deuxième champ, c'est le fait de diffuser de façon éco-responsable ces messages-là. Donc, par exemple, on a mis en place une offre commerciale low carbone, bas carbone, pour diffuser de la vidéo. La vidéo publicitaire, si vous la diffusez dans des heures creuses, si vous la diffusez sur du mobile versus du desktop, ou si vous la diffusez en Wi-Fi versus de la 3G, l'empreinte carbone est bien moins élevée. Donc il y a des choses très très concrètes. Et puis après, peut-être pour conclure sur cette partie-là, parce que je crois que c'est important. Nous, ce qui nous intéresse aussi, et ce qu'on doit faire tous collectivement, c'est de réinterroger aussi la performance de la publicité et des campagnes publicitaires. Alors, jusqu'à présent, on était tous très focusés sur le fameux ROI, le Return of Investment, on Investment. Donc, cet indicateur de performance, peut-être qu'il soit rechallengé et qu'il soit enrichi par aussi un indicateur qu'on pourrait appeler le COI, et qui serait le coût sur l'environnement, et on pourrait donc pondérer ce ROI par un COI, tout comme d'ailleurs dans le résultat des entreprises, on voit de plus en plus que émerge ce qu'on appelle la triple comptabilité, c'est-à-dire en plus des indicateurs financiers, l'impact environnemental et social. C'est passionnant, merci beaucoup, merci encore Corinne, on l'applaudit. Et je vais appeler sur scène Anne-Marie Gauthier, qui est la directrice marketing et communication d'Intermarché. On peut l'applaudir également. Bienvenue Anne-Marie, on va te donner un micro. Viens au centre. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, le modèle même d'Intermarché, c'est celui d'un producteur et commerçant. Est-ce que ce travail main dans la main, ça facilite le virage vers une consommation responsable ? Oui, alors d'abord, c'est quoi producteur et commerçant ? Producteur, ça veut dire qu'on a nos propres usines. On a 57 usines qui fabriquent nos produits à nos marques. Alors quand on a nos propres usines, ça permet déjà de fabriquer en France et d'être dans un circuit court. Ça, c'est la première chose qui est extrêmement importante. Ça veut dire que 88% de nos produits à nos propres marques sont fabriqués en France. Le deuxième point, c'est que parce qu'on est producteur et commerçant, on a plus de 1850 magasins, et ce sont des entrepreneurs. Donc on n'est pas une chaîne avec des salariés, on a des entrepreneurs qui sont à la tête de chaque magasin. Donc ces entrepreneurs vont travailler, vont signer des accords avec des producteurs locaux. Donc c'est depuis toujours que nos magasins travaillent directement avec les producteurs locaux. Et là aussi, ça permet de minimiser l'empreinte carbone. Et puis le troisième point, quand on est producteur et commerçant, puisqu'on a nos propres usines, on a lancé un grand programme de revisiter toutes nos recettes. On a plus de 6000 références alimentaires. Et donc, depuis 3 ans, à la suite d'une énorme étude qu'on a faite auprès des consommateurs, de comprendre marché par marché ce qui était important pour les consommateurs. Qu'est-ce qui était important sur le yaourt, par exemple ? Eh bien, les consommateurs nous ont dit le lait français avec une meilleure rémunération des agriculteurs. Donc, toutes ces demandes, toutes ces attentes consommateurs, on les a intégrées dans notre programme qu'on appelle BiProd. Et d'ici 2025, on aura revisité les 6000 références alimentaires. Ce qui est énorme, et on le signifie en plus sur notre packaging. Donc, un consommateur qui veut comprendre ce qui se passe dans cette recette verra, voilà, c'est du lait français, c'est produit en France, c'est emballé en France, ou c'est 0 résidu de pesticides. Donc, tout ça est un accompagnement pédagogique aussi pour les consommateurs. On se pose la question, on le posait la question déjà tout à l'heure, sur effectivement l'impact de l'inflation sur cette consommation responsable. Est-ce que c'est possible de continuer à bien manger avec un budget serré ? Oui, bien sûr, parce que c'est le but même de la distribution alimentaire, ou en tout cas, chez Intermarché, nous, notre vision et notre positionnement, c'est le mieux manger à la portée de tous. Alors, mieux manger à la portée de tous, ça commence par nos marques propres. On les fabrique
Et de toute façon, notre obsession absolue, c'est d'apporter des indicateurs de l'amélioration des recettes à moindre prix. Donc ça, c'est une première preuve. Donc on a nos MDD. On a aussi notre gamme top budget qui est une gamme premier prix. Et on affiche le Nutri-Score. Donc ça permet d'avoir une gamme extrêmement bas prix avec un Nutri-Score et même des indicateurs, des marqueurs de qualité comme du lait français, une fois de plus, c'est très important. Et puis par ailleurs, on est, attention au price washing, hein, on parle du greenwashing, mais maintenant on a aussi le price washing, parce que tout le monde y va de moins cher ici, mais il faut y comprendre. Donc il est très important de communiquer simplement et d'accompagner les consommateurs sur le mieux manger. Ça veut dire quoi? On a lancé toute une campagne de communication sur tous nos produits à moins de 1 euro. Donc, c'est des produits fond de rayon, hein, donc ce n'est pas de la promo. C'est des produits pour nourrir une famille. Ça peut être du bio, ça peut être des produits traditionnels, ce qu'on appelle le trad. Dans la grande distribution, ben c'est le poisson, c'est la viande, c'est les fruits et légumes. Et même pour les fruits et légumes, on est en train aussi d'indiquer les premiers prix, parce que comme les prix varient beaucoup, ben il faut indiquer sur le packaging quels sont nos premiers prix. Donc, une fois de plus, n'opposons pas le prix et la qualité, c'est dans notre ADN de distributeur de distribuer, en tout cas avec nos marques propres, de proposer des très bonnes alternatives aux marques nationales à moindre prix. Et puis pour les marques nationales, on fait des promos, et c'est le but des promos, c'est de permettre l'accessibilité à ces marques nationales aussi. Et enfin, on a un programme de fidélité, on vient de le revisiter pour justement faciliter les budgets les plus contraints. Donc on offre moins 10% sur nos marques propres, donc une fois de plus pour faciliter l'accès à de la qualité, à du mieux manger. Autre virage important, vous renoncez progressivement au prospectus, c'est ça? Oui, alors le prospectus, j'ai envie de dire la bonne nouvelle, c'est que le prix du papier augmente. Vous allez me dire, non, la bonne nouvelle, c'est que ça force tout le monde à se bouger. Et donc, nous, on est ravis parce que je ne crois plus au carpet bombing, excusez-moi l'expression américaine, mais la masse communication de la promotion. Le plus important, c'est de pousser la bonne offre à la bonne personne dans la bonne zone de chalandise. Et ça passe par de la communication ciblée. Donc, il faut arrêter de distribuer des millions de prospectus dans les boîtes aux lettres. Et souvent, c'est du classement vertical, ça va à la poubelle. Donc, il y a encore une partie, évidemment, de la population qui lit prospectus, c'est important pour eux. Mais aujourd'hui, on va vers un écosystème où ça va être un mix papier, un mix digital, un mix CRM, ce qui va permettre, et ça va être très intéressant parce que ce monde de la promo va totalement basculer dans un nouveau monde, un peu comme l'achat d'espace, où on va vraiment cibler nos promotions sur les bonnes personnes. Aujourd'hui, pour nous, on est déjà à plus de 270 magasins qui font du 100% digital, plus du tout de papier, bien au-delà des communautés WePub. Donc très fiers de dire que ça y est, on a réussi à embarquer, convaincre nos adhérents, et ce n'était pas gagné, de diminuer le papier et de faire un mix média, un mix support pour soutenir la promotion. Oui, c'est une révolution, effectivement. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci pour Merci. tous ces exemples. On l'applaudit bien fort. Alors, autre secteur qui est aussi intéressant, celui de l'assurance. Je vais appeler Alban Gonor, qui est directeur de l'engagement de Massif, sur scène, et on l'applaudit bien fort également. Le micro est là. Bienvenue, Alban. Bonjour, bonsoir. Ah, vous l'avez remarqué, jusqu'ici, c'est plutôt féminin, la communication engagée. Là, on a un contre-exemple. On en profite. Alors, c'est quoi une communication N'en profitez pas trop quand même. Il y a les mollos. C'est quoi une communication engagée, Alban, selon vous? Alors, communication engagée, en tout cas dans la tribune que vous proposiez, en fait, la Massif, je parle vraiment au nom de la Massif, qui est une mutuelle de l'économie sociale et solidaire. Donc, pour rappeler en fait une donnée qui est parfois méconnue, en fait, dans les modèles de mutualistes, ou coopératives, ou de l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas d'actionnaire. Donc, on dit une personne, une voix. Donc, c'est-à-dire que les personnes ont une voix pour se prononcer, pour élire leurs représentants, pour élire leurs délégués, et qui définissent eux-mêmes les orientations stratégiques de l'entreprise. Et donc, une communication engagée, pour nous,
C'est d'abord une communication qui est en ligne avec cette identité fondamentale du secteur de l'économie sociale et solidaire, du secteur mutualiste, qui consiste à donner une voix, à donner la voix aux personnes et donc à les écouter. Et on a fait quelque chose de très particulier dans la raison d'être, une sorte de consultation inédite, puisque on a sollicité l'ensemble des parties prenantes, on parle même de l'ensemble des parties parlantes de l'entreprise, pour les inviter à se prononcer sur ce qu'est l'identité de la communication, de la Massif, de sa raison d'être, de sa raison de faire, de sa raison de dire. Et donc une communication engagée, c'est celle qui donne la voix à ces parties parlantes et qui les écoute sincèrement. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, mais peut-être que vous vouliez me poser une autre question, mais la deuxième des caractéristiques, en tout cas, qu'on défendait dans la tribune, c'était, mais Madame la ministre est revenue beaucoup là-dessus quand elle dit « communiquer plus si c'est sincère ». Parce que c'est vrai que le bien ne fait pas toujours de bruit. Mais le bruit, si l'action est réussie, peut faire aussi du bien. Et donc, il nous a semblé, quand on a lancé le territoire de marque Massif, Massif c'est vous avez certainement vu les publicités, qu'il fallait justement essayer d'être dans ce registre de la sincérité, le régime de la sincérité qui permettait de prouver que cette communication, que cet engagement, que cette défense pour des valeurs mutualistes, elle était réelle. Donc on a fait une caméra cachée, on a sorti une campagne de communication avec The Good Company, et on a essayé en fait de faire en sorte que cette campagne soit sans filtre, sans script, sans scénario, en laissant librement la parole s'exprimer sur la marque. Donc c'était assez particulier, assez expérimental, avec des codes du documentaire. Mais voilà, deuxième caractéristique d'une communication engagée, c'est une communication qui est une communication sincère. Enfin, la troisième caractéristique, si vous le permettez, c'est peut-être autour de la preuve, une communication en fait qui dit ce qu'elle fait, qui dit ce qu'elle est, qui le prouve par des chiffres, par des actions qui sont des actions concrètes. J'en prendrai deux exemples pour la Massif. La Massif, c'est, alors dans le cadre de ce que nous, on appelle les agendas mutualistes, 300 000 personnes rencontrées chaque année, avec lesquelles on passe 2 heures pour des actions dites de prévention, de RSE, de nettoyage de plages, de collecte de dons alimentaires avec les Restos du Cœur, le SAMU social, le Secours populaire. Voilà, ça peut être un exemple. Et puis on a beaucoup parlé de climat et des transitions énergétiques. Et là, la Massif, vous parliez de l'assurance, le poids de l'assurance, le poids des investissements verts. Vous voyez, c'est par exemple 11 milliards d'encours qui sont orientés ou dirigés vers la protection des forêts, de la biodiversité, la protection des océans. Voilà. Donc typiquement, communication engagée, une communication qui donne la parole à ses parties prenantes, une communication sincère et une communication qui produit du commun, qui fait société. Dans communication, il y a commun. J'ai envie de me demander, est-ce que cette communication un peu originale, elle a bousculé en interne? Comment ça a été pris et comment ont réagi les salariés? Oui, ça a vraiment bousculé en interne, mais en même temps, si vous voulez, comme c'était une communication alignée sur la raison d'être de l'entreprise, les gens se sont retrouvés. Et donc, il y a eu une certaine fierté à revenir à la télévision. La Massif a plutôt une tradition de discrétion par rapport à la communication publicitaire, mais les gens ont été très fiers et on a obtenu d'ailleurs en interne comme à l'externe des prix extraordinaires et je pense qu'on pourra le voir encore cette semaine, notamment la marque préférée, la marque d'assurance préférée des Français. Et on a vu, alors en termes d'efficacité publicitaire, de notoriété spontanée, assistée, de souvenirs, des chiffres que nous n'avions pas rencontrés historiquement, preuve qu'il faut communiquer plus, voilà, quand on est convaincu de défendre des vraies valeurs mutualistes. Je profite de ce moment pour vous inviter également à voir quelque chose qui était peut-être la première pierre de notre histoire, de cette communication engagée, qui en gros confie la communication à ses clients. C'est juste cette idée-là, une sorte de renversement. Ce sont eux les émetteurs. C'est d'aller voir la caméra cachée Massif, où on présentait une campagne de communication contraire à des valeurs, aux valeurs mutualistes, et où les gens,
disaient bah non, vous ne pouvez pas dire ça, c'est impossible, etc. Et ce registre de la sincérité et de l'écoute, on s'est dit que ça devait être le territoire de la communication, une communication précisément engagée massive. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup Alban, c'est passionnant. On l'applaudit bien fort, merci de redonner le micro. Alors, autre secteur, je vais appeler Manon Lebourdiec, qui est directrice marketing et communication de Greenwiz. On applaudit Manon. Je vous laisse prendre le micro. Bienvenue. Bonjour. Venez là, bonjour. Alors, peut-être vous pouvez commencer par nous dire deux mots sur Greenwiz, expliquer l'entreprise. Oui, effectivement, je passe après des grands noms et Greenwiz est sans doute le bien moins connu de l'ensemble. Donc Greenwiz, c'est le leader européen en ligne de l'éco-responsabilité. Alors ça fait un petit peu pompeux comme ça, mais ça reste une petite entreprise dont le but est de proposer pour l'ensemble des produits de votre quotidien, que ce soit votre farine, votre téléphone portable ou votre chaise, une solution, une alternative éco-responsable. On se dit, OK, comment je peux consommer un téléphone de manière éco-responsable? Il y a des solutions. Donc, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Madame la Ministre. La circularité, donc trouver effectivement des objets de seconde main, reconditionnés, et encore mieux, reconditionnés en France, dans des ateliers français, avec des pièces détachées françaises. Voilà, la démarche qu'on a, c'est vraiment de se dire, on a une solution pour tous nos produits du quotidien, que ce soit l'alimentaire, effectivement, les produits d'hygiène, ou voilà, tout ce qui nous entoure ici même. Et combien de salariés, juste pour vous embêter encore un petit peu, vous êtes combien aujourd'hui? On est un petit peu plus de 200, on est 130 en France et on a également une filiale en Italie et en Espagne. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous estimez que c'est la nature même du métier de directeur de la communication qui a changé et qu'une communication engagée, c'est d'abord une communication d'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Une communication de l'action, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre en tant que directeur de la communication de ne plus incarner tout ce qu'on raconte. Donc effectivement, moi j'ai grandi avec cette notion de la communication égale le storytelling. Ce qui est bien dans la communication, c'est de raconter des belles histoires. Ok, soit, je pense qu'on a dépassé ce concept depuis un petit bout de temps, et le but est vraiment de l'incarner complètement. Alors l'incarnation, storyproofing, bon, ça fait aussi des années qu'on en entend parler, mais là on passe vraiment un cap sur la notion d'engagement en se disant, il faut que je puisse l'incarner, non pas un petit peu sur une action, ok, je lance une politique d'anti-gaspi, c'est bien. Non, en fait, il faut vraiment le faire de A à Z. Et A à Z, ça veut dire que notre entreprise doit transpirer complètement cet engagement. Aujourd'hui, nous, par exemple, chez Greenwiz, on se dit, ok, c'est quoi on est un retailer, un pure player, donc quelle est la base finalement de notre business? Notre site internet. Ok, c'est quoi un site internet éco-responsable? Donc là, on a essayé de repenser le sujet et de se dire, en fait, on va refondre notre site internet et on va le rendre éco-conçu. Éco-conçu, donc du coup, beaucoup plus léger. Chaque page va être beaucoup plus légère et consommer beaucoup moins de carbone, etc., etc. Et la logique, elle est vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur, sur l'ensemble du business et également sur l'ensemble des équipes, évidemment. Alors, même chose côté, vous parliez de communication de l'émotion aussi. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'était mon deuxième point. Voilà, moi je suis à la base quelqu'un de très sensible et je pense que la sensibilité est aujourd'hui clé dans la notion de communication. On est à un moment donné de changements structurels majeurs qu'on vit tous. Et on vit tous avec beaucoup d'émotions. On l'a vu cet été, on le voit depuis des années, le réchauffement climatique, ça nous prend aux tripes. Et on est partagé entre cet optimisme de se dire « ok, on peut avancer », cette peur aussi qui arrive par moments et qui peut nous prendre, notamment sans doute pour des personnes qui ont des enfants dans la salle, se poser la question de la suite. Bref, on est sur un moment extrêmement émotionnel. Et ce sujet de l'émotion, il doit transpirer aussi chez nous en tant que directeur de la communication. On doit l'incarner, on doit se dire, ok, comment cette peur, cette tension, cette éco-anxiété aussi qui monte autour de nous, doit se transformer nos métiers. Et donc à partir de là, c'est la notion de militantisme. Alors, les entreprises militantes un petit peu dans la salle. Le militantisme était jusque longtemps assez réservé à des associations, des ONG, et pour moi aujourd'hui, l'entreprise doit incarner ce militantisme. Aujourd'hui, nous, entreprises, nous, dirigeants d'une entreprise, on doit véritablement aller un cran plus loin et incarner ce militantisme et dénoncer, critiquer, avancer, faire des choix aussi très engagés et ne plus être dans cet entre-deux, se dire « ok, j'ai besoin aussi de développer mon business, donc de plaire au plus grand nombre ». Oui, soit, mais en fait, on n'a plus le temps pour justement être dans un ventre mou. Et il faut que ce sentimentalisme, ce sentiment, cette émotion se transperce aussi dans un choix d'action et d'émotion et de militantisme.
Et troisième dimension, c'est le côté communication par l'exemple, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça rejoint un petit peu les deux premiers, mais effectivement, on se doit, si on veut incarner quelque chose, de montrer un peu le chemin, de montrer un petit peu l'exemple. C'est pas un petit peu bête comme ça, mais c'est de se dire en fait, tout est possible. L'engagement écologique, vous allez voir, c'est possible. Alors oui, aujourd'hui, on a des sensations de frein, notamment le pouvoir d'achat, qui est omniprésent et qui effectivement est clé aujourd'hui, est une contrainte. On en entend parler tous autour de nous, se dire ok, mais j'aimerais bien mieux consommer, mais je ne peux pas, c'est compliqué aujourd'hui. J'aimerais bien faire beaucoup mieux pour la planète, mais honnêtement, c'est un petit peu compliqué en fin de mois. Ok. Donc du coup, aujourd'hui, nous, on est positionnés pour se dire, en fait, il y a des exemples, il y a des solutions. Donc on a lancé beaucoup de tout ce qu'on appelle DIY, donc des solutions pour fabriquer soi-même, par exemple, pour moins consommer, parce que finalement, même si on prône un mieux consommer, on commence par dire, en fait, ça démarre par beaucoup moins consommer. Et en fait, nous, on vous incarne cet exemple. Donc on vous montre un petit peu le chemin, mais en toute humilité, parce qu'on ne sait pas tout, on ne fait pas tout, mais on essaye de faire aussi un petit peu mieux, et je pense que tout un chacun dans cette salle, on a cette envie de se dire, ok, en fait, à partir de maintenant, je prends ma bonne résolution de la rentrée, je vais prendre cette bonne résolution et avancer, et du coup, voilà, ces exemples, c'est un peu ça, c'est qu'on incarne tous un peu faire mieux, et que nous, on aide nos clients, on aide notre communauté autour de nous, par l'exemple. Un accompagnement au plus proche. Et ces choix politiques, parfois vous donniez l'exemple d'une entreprise presque militante, en tout cas, qui devient politique du coup dans la société. Comment ça fonctionne? Est-ce que vos clients vous sont embarqués dans ces choix-là également? Alors ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a une entreprise qui a grandi autour du bio et de l'éco-responsable avec les premiers clients qui étaient bouillants sur ces sujets-là, donc au contraire eux-mêmes très militants. Et puis nous on a grossi un petit peu et on s'est un peu fait rattraper par la patrouille en disant là mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous dans des téléphones, pourquoi, etc. Donc au contraire on a une communauté de clients qui est très attachée à ces valeurs-là et qui ont envie qu'on aille un cran plus loin. Alors évidemment en se développant on accueille aussi une communauté un peu plus large, mais au contraire on a envie de faire des partenariats avec, on développe par exemple dans notre futur programme de fidélité. On a tout un système de partenariat avec des grosses ONG dans l'environnement, mais on a aussi fait ce choix de se dire, finalement dans la plupart des programmes de feed, on reverse de l'argent aux clients pour qu'ils achètent demain. Pratique éco-responsable, moyennement, en tout cas ça sera moyennement notre choix. Nous on a fait le choix de se dire, ok, en fait ce programme de feed, il va permettre à nos clients de demain apprendre à consommer sans viande, à cuisiner vegan, à reprendre la forme pour faire du vélo. Bon, ça va faire un peu des vanités, mais en tout cas, pour avoir justement un accompagnement pour aller vers l'éco-responsabilité. Et du coup, pour répondre pleinement à votre question, au contraire, je pense que les clients attendent ça, et ça ne peut qu'être gagnant. Et au pire, on en perd quelques-uns. Honnêtement, c'est pas grave, puisque notre but, c'est de l'incarner au maximum. Merci beaucoup, c'est passionnant. Merci Manon, on l'applaudit bien fort. Alors, autre secteur, cette fois-ci, la banque, avec Laurence Moret, qui est directrice de la communication externe et des partenariats institutionnels de Crédit Coopératif. On l'applaudit également. Merci. Bienvenue Laurence. Alors, peut-être bonsoir à tous. Nous dire deux mots. Vous pouvez nous dire deux mots sur le Crédit Coopératif, sur son histoire, et puis aujourd'hui, où il en est, combien il y a de salariés? Alors, le Crédit Coopératif est une petite banque, mais très spécialisée. Alors, elle existe depuis un petit peu plus longtemps que votre entreprise, oui, puisqu'elle va bientôt fêter ses 130 ans. Mais c'est une banque qui appartient à 100% à ses clients. Donc, je rejoins Monsieur Gonor-Lamassif. On est une banque coopérative, donc c'est très proche du mutualisme. Et on est une banque qui a été créée à la première révolution industrielle. Là, je vous rappelle qu'on est bientôt à la 3e, pour et par ses clients, puisque c'est des coopératives ouvrières de production, ça ne s'invente pas, qui ont créé un outil pour arriver à, d'un côté, déposer leurs excédents et d'un autre côté, pouvoir emprunter tout en mutualisant les avoirs, les excédents et ayant cet outil. Donc cette entreprise était toute petite, a bien grandi parce qu'elle s'est ouverte sur tout le monde de l'économie sociale et solidaire, parmi lesquelles les associations, évidemment toutes sortes de coopératives, les fondations.
Et aujourd'hui, c'est, de mon point de vue, la banque de référence de l'économie sociale et solidaire. Alors, on reste petit parce qu'on est franco-français, on appartient à 100% à nos clients et on n'est que 1900 collaborateurs et on n'a que 70 centres d'affaires en France. Donc, si vous avez vu notre logo sur un mur parce qu'on a une agence, vous êtes tombé sur une des 70 agences. Mais on a aussi des e-agences pour permettre à tous les particuliers de nous rejoindre, parce que ce qui est important, c'est qu'on ait une démarche engagée. Et donc, beaucoup de particuliers souhaitent nous rejoindre pour le fait que quand on rentre au crédit coopératif, il est là pour aider toute l'économie sociale et solidaire, la soutenir, l'accompagner au quotidien. Donc, on sait que son argent va servir justement à aider toutes ces personnes. Et je voulais quand même revenir sur votre titre, parce que les dire comme engagé, c'est super sympa comme titre, mais ce n'est pas possible si l'entreprise elle-même n'est pas engagée. Et donc, je ne sais pas si c'est le bon titre. On prend. Pas de problème, on fera mieux l'année prochaine. Alors, quel est le rôle des banques et de la finance dans cette transition, la transition écologique en particulier? Quel peut être son rôle? Alors, elle est énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à quoi sert votre argent dans une banque. Eh bien, il sert à faire du crédit. Donc, les dépôts que vous faites sur des comptes, sur des livrets, sur n'importe quel moyen de dépôt, sert à faire des crédits. Et donc, il est très important pour travailler cette transition que les crédits soient ciblés vers cette transition. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport Oxfam, il dit que les premières banques françaises les plus grandes, les plus connues, contribuent à les émissions carbone à hauteur de 8 fois plus que les émissions de la France, parce que justement, ils financent les énergies fossiles en dehors de la France. Donc, c'est très important de réfléchir à quoi sert son argent. Et nous, au Crédit Coopératif, on a un circuit de l'argent pour expliquer d'où viennent nos dépôts, mais justement, à quoi sert l'argent qui est déposé. Et on s'est auto-interdit certains secteurs pour justement se donner un cadre, parce qu'on sait très bien que l'argent qui est prêté aujourd'hui sert à créer le monde dans lequel on vivra demain. Donc, si on ne se donne pas de garde-fou, on peut avoir un argent qu'on dépose et qui sert à faire l'inverse de notre quotidien. Et c'est très important de travailler sur cette cohérence, parce que quand on est un consommateur lambda, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à l'électricité qu'on utilise, au type de mobilité qu'on utilise, et on ne réfléchit pas forcément au fait que l'argent, eh bien, c'est un moteur pour l'avenir dans lequel on va vivre. Et la banque, c'est un produit de consommation courante. Je ne sais pas, mais si vous arrivez à ne pas utiliser votre compte en banque tous les jours, voire une fois par semaine, ou voilà, eh bien, félicitations, mais moi, ce n'est pas mon cas. Et donc, l'argent bouge, l'argent circule. Et il est donc très, très nécessaire de faire attention à la manière dont il est utilisé par sa propre banque et par soi-même, pas seulement avec les achats qu'on fait. Alors, on a envie de savoir quels secteurs sont interdits pour vous. Alors, nous avons 8 secteurs qui sont interdits. Et je ne sais pas si vous avez vu notre dernière campagne qui s'appelle « S'engager, c'est aussi refuser ». Et on avait listé notamment que nous refusons l'armement, les énergies fossiles et les paradis fiscaux. Alors, on s'est fait un peu retoquer parce que certains ont été très choqués qu'une banque puisse afficher ça. Mais nous en sommes très fiers parce que justement, quand on dit par exemple, on s'engage à ne pas financer les énergies fossiles, en face, on a un indicateur, 100% de notre portefeuille de prêts à l'énergie est en énergie renouvelable. Donc ce n'est pas que une expression de wishful thinking, mais on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, c'est ce que vous disiez, et décidément je vous copie beaucoup. On s'engage à faire ce qu'on dit. En termes de produits, vous avez aussi créé des produits innovants. Vous pouvez expliquer un petit peu pour vos clients ? Oui, parce que comme je vous disais, on est une banque engagée, d'où la dire comme engagée. Et on a aussi créé des produits qui permettent aux personnes non seulement de savoir à quoi sert leur argent, mais aussi de faire des démarches complémentaires. Et donc, à l'origine, il y a 40 ans, on a créé les premiers produits de partage qui existent toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous placez de l'argent sur un livret ou sur un OPC, un fonds, eh bien, vous partagez les revenus annuels avec l'association de votre choix. Donc ça, c'était quelque chose qui fonctionnait bien et qui va bientôt malheureusement refonctionner puisque
puisque les taux montent. Évidemment, plus les taux montent, plus on a à partager. Donc voilà, bienvenue dans le monde du partage, puisque les taux remontent et on ne sait pas jusqu'où. Et puis, on a aussi créé des systèmes de micro-dons, c'est-à-dire que vous voyez dans les magasins, vous pouvez faire des arrondis. Eh bien, nous, on propose qu'à chaque fois que vous payez avec votre carte, qui s'appelle la carte Agir, vous pouvez aussi faire un micro-don. Et puis, on a des systèmes sur un site expérientiel où vous pouvez évaluer combien vous allez payer en fonction du nombre d'achats que vous faites chaque mois, etc. Et puis, au-delà du don, puisque le don, ça favorise les associations, mais ça ne suffit pas, il faut aussi valoriser l'économie. Et nous, on est très engagés sur l'économie réelle. Donc, on s'est aussi interdit de faire de la spéculation, par exemple, puisqu'on ne veut financer que de l'économie réelle. Et donc, là, on en revient au circuit court, puisque c'est important de se dire que l'argent doit fonctionner pour une cause qu'on souhaite. Donc, on a commencé par lancer des comptes où, quand vous ouvrez votre compte, vous décidez à quoi va servir votre argent. Donc, ça peut être agir pour la planète, et donc on fait des crédits en face sur l'environnement. Agir pour une société plus juste, on est plus sur l'inclusion, type handicap ou personnes en situation de chômage longue durée. Et puis, agir pour entreprendre autrement, où là, on peut financer tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ces comptes permettent de savoir à quoi va servir son argent. Or, on a fait un sondage récemment avec via Voice, parce qu'on a lancé un observatoire qui s'appelle l'Observatoire du sens de l'argent. Et on s'est rendu compte que 60% des gens pensent qu'ils peuvent avoir un impact avec leur argent. Mais quand on creuse, 58% d'entre eux se disent « bah oui, mais on ne sait pas ce que la banque fait de son argent ». Donc ce type de produit qui est tracé entre le dépôt et le prêt permet justement de répondre à cette préoccupation des Français, et on espère que ça va avoir beaucoup de succès. Alors, je vais faire une petite parenthèse encore très rapide, mais on a aussi créé des choses qui sont des livrets, qui sont uniquement pour des régions sur un seul thème, comme le livret 3e révolution industrielle dans les Hauts-de-France, qui s'appelle le livret F3. Et là, ça crée une double traçabilité régionale et finalité de l'utilisation de l'argent. Mais comme je vous ai dit, je suis très bavarde, donc je vais m'arrêter là. Non, mais c'est passionnant. Ici, il y avait une dernière question quand même qui était tout à l'heure, qu'on a évoquée ensemble, c'est comment vous faites, on en a parlé un petit peu de votre nouvelle campagne, s'engager, c'est aussi refuser. Est-ce que c'était une réponse à ce déficit de notoriété ? Absolument. Qui nous connaissait avant que je vienne ici ? Ah, quand même. Mais alors, franchement, le premier rang, bravo. Après, ça se gâte. Donc, j'espère que la prochaine fois que je reviendrai, la dernière rangée lèvera. Voilà. Donc, nous faisons des campagnes avec nos petits moyens. Et notre seul moyen de nous faire repérer, c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à une communication militante, c'est qu'il faut qu'on arrive à se faire repérer par notre engagement et par de la pédagogie. Et ce qui est important pour nous, c'est de faire réaliser aux personnes qu'elles doivent changer de comportement ou en tout cas réfléchir autrement. Et là où, Madame la Ministre, vous disiez qu'il faut communiquer, je me permets de penser qu'il faut être pédagogue. Et communiquer uniquement pour sa marque en disant on fait mieux que les autres parce qu'on a telle démarche, ça ne suffit pas. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes cherchent des solutions, et notamment en matière bancaire, où quand on dit je travaille dans une banque, les gens disent c'est la finance, je ne vais rien comprendre, je laisse tomber. Notre rôle, c'est d'être pédagogue et de faire réfléchir autrement. Et nos campagnes essayent de titiller l'intellect en se disant réfléchissez un petit peu et essayez d'agir autrement, en tout cas avec votre argent. Merci beaucoup Laurence. Merci, on l'applaudit bien fort. Je vais reprendre le micro. Merci. Alors cette fois-ci, autre univers avec une petite entreprise. Florence Bétinger, qui est la présidente cofondatrice de Gobi. On l'applaudit. Le micro est là. Florence, bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir, alors là aussi je vais vous embêter. Est-ce que vous pouvez nous parler de Gobi, l'entreprise ? Oui, donc Gobi, c'est une entreprise que j'ai co-créée, dont je suis présidente il y a 12 ans. On a créé l'entreprise pour accélérer la transition vers le réutilisable en mobilisant les entreprises. On se parle d'un temps où les gourdes n'étaient pas à la mode, mais on avait déjà 10 millions de tonnes de déchets qui finissaient dans les océans chaque année.
Et donc, on a imaginé un modèle d'entreprise qui pourrait faire en sorte qu'on aille un peu plus vite que juste la sensibilisation du grand public. Donc, on a eu un modèle dès le départ qui était B2B, en se disant si on arrive à convaincre un employeur qui équipe 300 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, d'un petit geste, on va passer à un changement massif. Voilà, c'est ça le principe de Gopi. Vous êtes combien de salariés aujourd'hui pour avoir une idée juste de l'entreprise? Oui, on est 25 salariés et je pense qu'on fait travailler à peu près 25 autres personnes sur le territoire national. D'accord. Alors, ce qui m'a frappé, moi, dans notre échange et plutôt dans votre tribune, c'est que vous travaillez en profondeur, en particulier sur le cycle de vie de vos produits, et que ça vous contraint à chaque fois à des nouvelles questions, à des nouveaux sujets. En particulier, vous tentez de répondre avec votre fournisseur au sujet comme l'éco-conception préventive. C'est pas évident à dire. L'éco-conception préventive, ça veut dire quoi? Alors, juste pour revenir sur le thème d'aujourd'hui, mais je trouve que la première chose, c'est que nous, on s'est lancé sur le thème de la réduction des déchets. Donc, toute notre communication sur les 10 premières années, elle a vraiment servi à évangéliser, c'est-à-dire que chaque entreprise que j'appelais, ça lui permettait de commencer à se poser la question de finalement comment mes collaborateurs sont hydratés, qu'est-ce que ça génère comme déchets, quels sont les chiffres, etc. Donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand la communication fait complètement corps avec la raison d'être de l'entreprise. Et effectivement, on est tombé en fait dans cette question de la conception de produits, puisque pour remplacer le jetable très simplement, on s'est dit on va faire une gourde, une bouteille réutilisable. Et là, on s'est dit mais en fait, est-ce qu'il suffit d'être réutilisable pour être vertueux? Est-ce que tous les matériaux, est-ce qu'il y a des matériaux qui sont écologiques en soi? Est-ce que si on le fait à l'autre bout du monde, ça va rester intéressant? Est-ce qu'on peut penser environnemental sans social, etc. Donc on a interrogé vraiment à partir de cet objet tout le système productif. Et on a répondu à ça en utilisant une démarche qui s'appelle l'éco-conception préventive. Et ça, je pense que c'est le meilleur rempart contre le greenwashing et ensuite pour se donner une roadmap sur le développement produit. C'est-à-dire que vous faites l'évaluation environnementale du problème que vous cherchez à résoudre. C'est-à-dire que nous, on est capable de savoir ce que coûte à la planète 1 an d'hydratation jetable au bureau sur les déchets, sur l'épuisement des ressources, sur la pollution de l'eau, de l'air, etc. Et ensuite, on a analysé le cycle de vie de nos produits pour s'assurer qu'il y avait un gain significatif pour l'environnement et sur l'ensemble des indicateurs. Parce que si vous réduisez les déchets, mais qu'en termes d'émissions de CO2, vous êtes pire, vous êtes juste sur un transfert d'impact. Donc notre obsession, ça a été aussi de se dire, est-ce que je suis certaine qu'avec ce produit, en un temps très court, les bénéfices pour l'environnement vont être plus importants que les impacts de fabrication. C'est ce que j'ai appelé le bénéfice environnemental net. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment, mais je pense qu'effectivement, dans la communication aujourd'hui, il faut faire œuvre de pédagogie. Il faut savoir partager ce qu'on a appris. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qu'on se dit tous les jours avec nos collaborateurs, c'est comment on partage cette expertise, comment on fait grandir les gens en intelligence, même comment je les arme intellectuellement pour aborder ces sujets et se poser les bonnes questions et amener ces questions aussi face à d'autres produits. C'est-à-dire que la clé, c'est l'humain, l'équipe interne. Comment vous travaillez avec eux là-dessus, sur ces sujets? Oui, du coup, il y a tout ce que nous, on a appris ces 10 dernières années en se posant des questions qui étaient souvent de bon sens. On s'est dit, mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer à côté? Du coup, on a décidé de faire tout en Made in France. On s'est dit, mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas apporter aussi de la valeur sociale? Et donc, on a commencé à travailler avec des personnes handicapées dans un ESAT. Puis après, on a grandi. On a récupéré une partie de la chaîne logistique de Veja avec des personnes en insertion. Donc, voilà, à chaque étape de la chaîne de valeur, on peut ajouter de l'impact social et environnemental. Et c'est vrai qu'à mesure que l'équipe grandit, le premier impératif, c'est de bien expliquer tout ça. On appelle ça la Gobi Academy, mais que tout le monde monte en compétence sur ces sujets pour que chaque interaction, qu'elle soit commerciale, s'il y a quelqu'un qui nous appelle pour demander des informations, plutôt que de chercher juste à lui vendre, de lui expliquer ce qui fait notre différence, de le faire aussi sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, ça a été beaucoup dit, et je suis heureuse que ça ait été dit, mais un moteur formidable, c'est la fierté. Moi, c'est ce qui irrigue toutes nos communications et l'interne aussi, d'être fier, d'avoir expliqué, d'avoir partagé, et même que quelqu'un qui ait fini de lire un article de blog ou qui est raccroché au téléphone se sente fier et heureux d'avoir appris quelque chose en partant. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous évaluez tout, y compris, vous parliez tout à l'heure de l'impact social de vos produits, alors en termes de création d'emplois dans l'industrie. Comment vous évaluez tout ça? C'est un gros travail d'évaluation, en fait.
Pas tant que ça, parce qu'en fait, tous nos partenaires industriels sont en France. On travaille avec 6 partenaires industriels en France, donc je sais très bien les équipes qui travaillent sur nos produits. Et ensuite, sur la partie assemblage des commandes, c'est là où on travaille avec des personnes en insertion ou en situation de handicap. Et ce que je trouve génial, c'est une discussion que j'avais il n'y a pas longtemps, parce qu'on est finaliste pour les Jeux Olympiques. Tout le monde peut croiser les doigts avec moi ce soir. Mais du coup, la question qui nous était posée par Paris 2024, c'était combien d'emplois vont être créés avec ces commandes supplémentaires. Et donc moi je sais, voilà, quand si je fais 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 produits de plus, je vais ouvrir 2-3 postes d'une personne en insertion sur l'année. D'accord, on croise les doigts très fort pour vous, pour les JO. Alors, ce sera peut-être les gourdes Gobi seront aux JO. Merci beaucoup à vous, c'était passionnant, c'est un univers hyper intéressant. Merci. Je récupère votre micro. Alors, je rends le micro. Autre secteur, le slip français, avec Anne Labbé qui est Head of PR and Social Media. On veut applaudir Anne Labbé. Bonsoir. Alors, même question. On connaît peut-être un petit peu plus le slip français, mais vous pouvez quand même nous en dire 2 mots. Où en est l'entreprise aujourd'hui et puis quand est-ce qu'elle a été créée? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Donc, le slip français, c'est une entreprise qui a été créée en 2011 par Guillaume Gibault, qui est donc le fondateur de la marque. Est-ce que vous m'entendez bien? Je m'entends. Ouais. Par le fondateur de la marque. Il a commencé sa boîte avec une envie de faire une marque de mode sur le web. Il voulait vraiment aller sur le web et donc il a cherché un produit qui était facile à vendre sur le web, donc il a cherché un peu, il a trouvé le sous-vêtement qui était un produit qui ne s'essayait pas et qui était tout petit, donc c'était facile. Il a commencé là-dessus et donc il a cherché des fabricants et il a fait au plus proche, je pense qu'il est allé chercher sur Google et il a trouvé un fabricant pas très loin de chez lui en France et ça a commencé comme ça. Donc ça a été un premier partenaire industriel français. Et ensuite, on a développé toute une gamme de maillots de bain, d'accessoires, de pyjamas, etc. On est arrivé en 2017 où on a créé La Femme. Et aujourd'hui, on fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 80 ateliers partenaires. Donc, on est passé de 1 à 80, ce qui est assez fou. On estime que ça représente environ 250 emplois indirects créés et maintenus chez nos ateliers partenaires, donc ce qui est énorme. Et au slip, on est... Pardon, je dis toujours au slip. Au slip, on est du coup 107, je crois. Donc voilà. Et en répartition, peut-être souvent, c'est une question qu'on nous pose, c'est 50% web, 20% retail et 30% wholesale ou l'inverse des deux. D'accord. Parfait. Alors, en 2020, vous avez choisi comme raison d'être réinventer avec panache l'industrie textile française. Bon, c'est ambitieux. Mais en devenant à ce moment-là une entreprise à mission, qu'est-ce que ça change et puis où vous en êtes aujourd'hui? Fondamentalement, ça ne change rien. En fait, je pense que cette mission, elle était dans la tête de Guillaume depuis le début, depuis 2011. C'est juste que là, on l'a écrit sur un papier. Et c'était chouette de l'écrire dans nos statuts, mais en fait, c'est ce qui nous porte depuis le début. La fabrication locale, c'était déjà, je pense, quelque chose de très engagé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entreprises qui font du Made in France et c'est génial. Et bravo. mais nous, on porte ça depuis 2011. Et en fait, donc on l'a écrit dans les statuts. Est-ce que ça a concrètement changé pour nous? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le fait d'avoir un comité de mission, d'abord, qui nous challenge tout le temps, dans lequel on a des parties prenantes qui sont très différentes. On a des marques amies comme un 1083 qui fait des jeans made in France, qui est quelqu'un de très militant, qui nous challenge beaucoup, là où nous, on était sur un truc un peu start-up, croissance, où on était engagé par définition, mais c'était peut-être pas quelque chose de très militant, on parlait de militantisme. On a une Brune Poisson, quand même, pas n'importe qui, et on a aussi des clients qui viennent nous challenger sur plein de choses. Donc vraiment, le comité de mission, ça nous a aidés à nous reposer des questions et peut-être parfois à accoucher de certains projets qu'on avait en tête. Sur les filières, et on va en parler, se mettre un petit coup de boost. Et je pense, et j'ai dit qu'il y avait 2 choses que ça avait changé, mais je pense que c'est déjà pas mal. Les filières et se mettre un petit coup de boost. Vous l'avez dit. Oui, c'est ça, le comité de mission, et ça nous a fait accoucher de certains projets, exactement. Alors, justement, les filières, vous avez travaillé sur la relance de filières de chanvre et de lin en France. Expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'où ça va, c'est passionnant ça. Alors en fait, aujourd'hui, nos sous-vêtements, on fait majoritairement du sous-vêtement, ils sont fabriqués en coton. Le coton, on sait tous ce que c'est. Ça a un impact sur la planète qui n'est pas génial. Ça consomme beaucoup d'eau. Ça pousse clairement pas en France. Nous, quand on s'appelle le slip français et qu'on se dit que tout ce qu'on peut faire en France doit l'être fait et on fait aucune concession là-dessus, le coton, ça nous embête. Pourtant, c'est majorité de nos produits. Donc, on a commencé à réfléchir un peu à des filières. On a essayé d'aller chercher de nouvelles matières. On a des équipes qui font ça
un peu toute la journée. Et on a rencontré des agriculteurs sur le lin dans un premier temps. Et le lin, en fait, on a découvert que c'était une matière folle, qui existe déjà beaucoup dans le textile. Et surtout que le lin, en fait, il poussait en France et que 80% du lin qui poussait en France, il était exporté en Asie pour être transformé et il revenait pour être tricoté, filé, etc. Et je crois que la France, c'est genre 70% de la production mondiale de lin, donc c'est énorme. Donc une énorme aberration écologique. Il part en Asie, il revient en France, et enfin, ridicule. Mais en fait, il y avait des étapes de la filière qui avaient complètement disparu. Et du coup, on a travaillé avec des agriculteurs, travaillé avec tous les acteurs de la filière, de la filature, etc., pour relocaliser toute cette filière. Et donc l'année dernière, on a lancé nos premiers produits en lin. Et au-delà de faire un premier produit en lin, on a fait un premier boxer en lin, ce qui existe, je pense, pas vraiment sur le marché du Made in France. Et donc ça nous a poussé à aller chercher des matières beaucoup plus locales, qui sont incroyables. Et cette année, on a découvert le chanvre, qui a une très mauvaise réputation, parce que tout de suite, on a une image qui vous vient en tête là, tout de suite sur le chanvre. Mais pas du tout. Le chanvre, c'est une plante incroyable, qui a une capacité énorme de capter du CO2, beaucoup plus qu'une forêt. Et donc, du coup, on a rencontré un agriculteur, Franck, et on a commencé à reprendre la filière avec lui, à recréer une filière textile et à commencer à produire des premiers vêtements. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une vraie émulation autour de ces deux plantes qui sont peut-être l'avenir du textile français, je ne sais pas, mais qui en tout cas font une grande place dans le textile aujourd'hui. Alors, on a envie de vous demander quelles sont les prochaines étapes pour le slip ou le slip français. Pour le slip, vous pouvez dire, c'est mon quotidien. Des étapes, il y en a des tonnes. On a beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Mais la prochaine qui arrive, et elle est énorme pour nous, c'est dans moins de 2 mois. Ça se passe au Salon du Made in France. C'est un défi énorme qu'on s'est posé. Je pense qu'aujourd'hui, vous voyez un peu tous sur le Made in France. La première chose qu'on nous dit, c'est trop cher. Nous, aujourd'hui... Je ne sais pas, H&M fait un t-shirt à 5 €, notre t-shirt il en coûte 65. Et on parlait de pédagogie tout à l'heure, c'est ce qu'on essaye de faire depuis 10 ans, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus. On a encore beaucoup besoin d'expliquer ce que c'est le prix, ce que ça coûte de faire fabriquer en France, parler des salaires français, montrer la réalité. Et donc du coup, au Salon du Made in France, du 10 au 12 novembre, on monte une usine éphémère. Donc en fait, dans le salon, vous allez avoir une usine avec des machines. On a 12 ateliers partenaires qui sont avec nous et qui vont vous montrer comment on fabrique un slip de A à Z et même d'autres choses. Comment on est capable d'innover dans le textile. Comment on montre que c'est pas le vieil atelier comme on a en tête, mais qu'en fait, nous, aujourd'hui, on rencontre des industriels textiles qui sont capables d'investir des millions d'euros dans des machines qui vont faire du tricotage circulaire, hyper moderne, etc. Que l'avenir du textile, il est là. Et donc ça s'appelle l'usine du futur. Donc ça, c'est vraiment notre premier projet qui arrive là, et je pense qu'on n'a jamais fait un truc comme ça, et peut-être que demain, on installera une vraie usine en plein Paris qui ne sera pas éphémère, j'espère. Et la deuxième chose qui rejoint un peu ça, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans, je pense que le slip français, il est arrivé à un moment où le Made in France n'était pas énorme, et du coup, on est identifié, et tant mieux pour nous, comme un acteur important du Made in France. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Et donc, on est vraiment en train de développer un peu les ateliers du slip, ce qu'on appelle. Et donc, on met à disposition nos savoir-faire et nos ateliers partenaires à toutes les entreprises qui le veulent, à toutes les marques qui veulent relocaliser leur production. Aujourd'hui, il y a des grandes marques qui viennent nous voir en disant « on a envie de refabriquer en France parce qu'en fait, les clients le demandent, parce qu'on le veut, mais on ne sait pas comment faire, donc on vient vous voir vous. » Et nous, on va servir d'être cet intermédiaire-là. Donc, on lance les ateliers du slip. C'est une grande idée de relocalisation. Pardon. Bravo, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Anne. Merci. On l'applaudit très fort. Alors, je voulais inviter sur scène Clémence Ménez, qui est la directrice marketing de Mustela. Clémence, on l'applaudit également. On change encore de secteur. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Alors, Mustela, vous êtes Bicorp aujourd'hui, c'est ça? Qu'est-ce que ça signifie comme engagement? Alors, Bicorp, c'est un label qui est en fait réuni à un collectif d'entreprises. Il y en a environ 200, un peu plus de 200 en France et un peu plus de 5000 à l'international. Et c'est des entreprises qui sont réunies par le fait de vouloir avoir un impact social, environnemental et sociétal positif. Et ça se traduit par des entreprises qui vont écrire une feuille de route pour répondre à des engagements, notamment la réduction d'émissions de CO2. Pour Mustela, ça résonne énormément parce qu'on a une cible en fait de parents qui sont très
qui sont très réceptifs à ces engagements, qui ont besoin aussi qu'on s'engage pour les nouvelles générations. Et donc, ça va se traduire par, notamment dans nos produits, le refus au maximum d'avoir des produits à base de plastique avec le lancement de produits solides, de produits réutilisables avec le lancement de machines de vrac en pharmacie, d'amélioration du cycle de vie de nos produits aussi avec le lancement de lingettes réutilisables. Donc, tous ces actes concrets vont vraiment répondre à ce label Bicorp pour Mustela. Vous expliquez, vous, dans votre tribune, que les marques ont aujourd'hui un rôle sociétal. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? Les marques ont un rôle sociétal parce que on est présent partout. En fait, on a l'impression qu'avoir un rôle sociétal, c'est uniquement drivé par des politiques. Mais en fait, aujourd'hui, les gens, ce qu'ils voient le plus, ce sont les marques, ce sont les messages que les marques vont délivrer. Et donc, c'est important pour une marque comme Mustela, qui, d'autant plus à destination des nouvelles générations, des familles, d'avoir des valeurs et des engagements sociétals forts quand on parle à ces cibles-là. Vous expliquez aussi dans votre tribune que la marque a eu une sorte de prise de conscience. Il y a eu un avant et un après 2020. Qu'est-ce qui a changé ? Mustela, avant 2020, on était assez en retard en termes de communication parce qu'on on montrait notamment beaucoup de bébés blonds aux yeux bleus, parfaits, retouchés, avec des mamans blanches. Donc on ne montrait pas du tout la diversité. On fabriquait des coffrets bleus pour les garçons, roses pour les filles, qu'on distribuait en pharmacie. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Et depuis 2020, en fait, on a complètement changer notre vision de la communication et de ce qu'on fait parce qu'on doit parler à toutes les typologies de parents, à toutes les parentalités. Et aujourd'hui, être maman, c'est pas... quand on est enceinte, on n'est pas forcément la plus belle. Le postpartum, ça ne dure pas 3 semaines. On ne retrouve pas sa sexualité au bout d'1 mois. Tout ça, en fait, parler à toutes les typologies de parents, l'homoparentalité, les parents avec des enfants porteurs de handicap, toute la diversité, aujourd'hui, elle est au cœur de notre mission de marque, qui est d'accompagner toutes les typologies de parents à élever des enfants en bonne santé sur une planète en bonne santé. Et toutes les parents, en fait, j'ai envie de dire, il y a autant de parentalité qu'il y a de parents sur cette terre. Donc, en fait, on est obligé de montrer un peu toute cette diversité dans notre communication. Et c'est important de les accompagner et de les laisser libres de leur propre choix. Parce que nous, chez Mustela, ce qu'on veut, c'est que chaque parent se sente confiant et serein dans sa parentalité et donc lui donner toutes les clés, les informations pour l'être au quotidien, sans se sentir jugé ou dans des injonctions qui soient culpabilisantes au quotidien. Comment il a été pris ce virage qui est important et qui est courageux en interne et puis par les clients ? Ça se passe plutôt bien. Non, mais en interne, en fait, pour nous, quand on travaille sur Mustela et quand les personnes travaillent chez Mustela, ça leur semble assez logique aujourd'hui quand on parle de répondre à toutes les parentalités, d'accompagner les parents dans une parentalité assez sereine. Et puis même au niveau des pharmaciens, nos cibles partenaires, de tous les parents avec qui on travaille, aujourd'hui, ils sont très très réceptifs à ce type de message et ils ont d'autant plus envie de partager leur histoire. Et puis en termes de crédibilité d'une marque, c'est extrêmement important d'être inclusif comme on veut l'être aujourd'hui. Vous êtes allé jusqu'à créer une maison des parents. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste ? C'est pas encore créé, c'est en cours. C'est en cours, ça. Hein. C'est en cours de création. Et justement, la Maison des Parents, c'est un très beau projet. Alors, on a commencé à y réfléchir depuis le printemps 2022. On s'est entouré de parents et puis aussi de tout un collectif d'acteurs qui sont engagés autour de la parentalité, qui vont vraiment nous aider à répondre en fait à toutes les informations, à toutes les questions que les parents vont se poser. Et avec ce collectif, on lance donc au mois de novembre 2022, du 11 au 26 novembre, la première maison des parents à Paris, qui est un lieu en fait ressource, un lieu de vie, un lieu de partage d'informations où il y aura des ateliers, des conférences, des animations à destination de toutes les familles pour répondre un peu à toutes les questions qui se posent. Et donc on s'est entouré d'acteurs qui sont par exemple Anna Roy, pour ceux qui sont un peu dans le domaine de la parentalité, qui est assez connue et médiatisée aussi parce qu'elle est chroniqueuse à la Maison des Maternelles, mais c'est une sage-femme qui est très engagée aussi dans le postpartum
et pour accompagner les femmes enceintes et les jeunes mamans. On s'est accompagné aussi d'associations comme l'Association française de l'eczéma, comme Enfance et Partage, d'une réalisatrice qui est Eve Simonet, qui a aussi réalisé des documentaires sur le postpartum. Voilà, donc on a plus d'une quarantaine de partenaires, et l'idée de ce collectif, c'est vraiment de construire un nouveau modèle d'une marque autour de la parentalité, et pas seulement d'être Mustela qui fait des produits pour les enfants et pour les familles. Merci, c'est très intéressant. Merci beaucoup Clémence. Merci. Et puis on va terminer avec le seul représentant d'une agence, Luc Wise, fondateur de The Good Company, qu'on applaudit très fort. Allez, bienvenue Luc. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'engagement pour vous en termes de communication? Pour toi, on va se tutoyer? On se tutoie. Oui, on va se tutoyer, oui. Bonjour à tout le monde. En termes de communication, et ça implique quoi? Quand je passais en dernier, je savais qu'il y avait 9 personnes avant moi. Je me suis dit, je ne vais pas trop parler de moi, je vais essayer de comprendre quels sont les fils conducteurs, quels sont les liens finalement entre les différentes interventions. Et donc, ça m'a amené à poser la question de c'est quoi l'engagement? C'est un mot qu'on utilise beaucoup. La preuve, on est là ce soir autour de ce mot-là. Je pense que c'est un des mots les plus usités dans la communication et le marketing aujourd'hui. Engagement. J'étais à Lisbonne il y a quelques semaines et j'ai vu beaucoup de publicités qui parlait d'engagement dans la rue. J'avais l'impression que c'était le mot le plus usité dans les campagnes de pub. Et donc je me suis dit, c'est quoi l'engagement? Et je me suis dit, c'est vrai que c'est un mot qui est assez populaire, je viens de le dire, et aussi assez polysémique. Il y a une grande différence entre l'engagement de Florence chez Gobi ou Alban à la Massif et l'engagement au sens l'engagement des audiences digitales, dont on parle aussi. Il y a l'engagement aussi au sens les KPI de Mark Zuckerberg. Donc ça recouvre un large panel. Et donc je me suis dit, je vais regarder, j'aime bien l'étymologie, donc je vais regarder un peu l'étymologie du mot engagement. Et engagement, à la base, c'est donner quelque chose engage. Donc c'est prendre un risque. C'est je donne quelque chose aujourd'hui en espérant avoir un bénéfice demain. Et ça a l'air un peu théorique, mais finalement, quand j'ai créé The Good Company, j'ai donné en gage mes économies pour pouvoir emprunter une banque, pour pouvoir créer une agence engagée. Donc c'est assez concret. Emery Jacquiard, d'ailleurs, parle de relancement d'aujourd'hui sur les profits de demain. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça, c'est cette idée finalement de courage, de prendre un risque. Et puis après, je me suis dit, avant que tout nous, on en parle, qu'on gosse entre nous, on est tous engagés, les tiers-com engagés, les agences engagées, comme The Good Company, avant que nous, on parle d'engagement, les journalistes engagés. Enfin, les journalistes ont toujours été engagés, pour le coup. Mais au-delà des journalistes, quand j'ai entendu engagement pour la première fois dans la langue française, c'était mon grand-père français qui s'était engagé dans l'armée en août 1944 à l'âge de 18 ans. Donc il a fait preuve de courage. Et jusqu'à récemment, avant qu'on récupère le terme, l'engagement, c'était d'abord un terme militaire, on s'engage dans l'armée, ou militant, on s'engage dans une cause. Et donc je me suis dit, et ça c'est peut-être l'enseignement pour nous aujourd'hui, c'est que je me suis dit qu'en fait l'engagement c'était avant tout une question de courage. Ou dit autrement, sans courage, pas d'engagement. Et en écoutant aujourd'hui un tout petit peu, oui c'est courageux de créer Gobi, quitter son boulot il y a 10 ans pour créer une entreprise éco-responsable. Oui, c'est courageux quand on a Intermarché et que personne ne veut faire de la publicité, de parler lors du premier confinement. On va prendre des coups, mais on y va quand même. Oui, c'est courageux de dire non à 8 secteurs d'activité, ce que nous faisons aussi chez The Good Company, les exclusions. C'est se couper du business aujourd'hui pour peut-être faire un meilleur business et un meilleur monde demain. Et donc ça nécessite du courage. Et si on n'est pas courageux, on n'est pas engagé. Voilà. Alors le courage, bravo, on peut l'applaudir effectivement. Au-delà du courage, quelles autres qualités il faut pour faire une marque engagée aujourd'hui, Luc? Alors, du coup, comme j'aime bien les réflexions systémiques, je me suis dit, j'ai un C, je vais tirer un peu le fil conducteur, et vous connaissez tous ces 4 P du marketing, hein, Place, Product, Place, Promotion. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire en 4 C, comme ça, je n'oublie pas sur scène avec Gilles, en plus son dernier, c'est un peu compliqué. Et je me suis dit, il y a aussi la notion de choix, j'adore le foot, il y avait un footballeur qui s'appelle Johan Cruyff, un grand génie du ballon rond, qui est aussi un grand tacticien, qui disait « If you don't choose, you lose ». Et je pense que toutes les marques engagées qu'on a vues aujourd'hui ont fait des choix.
Voilà, on fait des choix, et vous les avez expliqués, des choix parfois difficiles. Et je pense que l'engagement, c'est choisir. Nous, chez The Good Company, nous avons choisi de ne pas travailler avec tous les secteurs, avec tous les annonceurs. C'était un choix contraignant pour le business à court terme. Nous avons choisi de donner des parts à l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique. Là aussi, ce n'est pas le choix de la facilité. Nous avons choisi de donner 1% de notre chiffre d'affaires à des agences, des agences dans des offshore, pardon, à des associations environnementales. Et donc tout ça, c'est des choix difficiles. Et d'ailleurs, et tu disais très justement, Gilles, là, on va être confronté à des choix aussi, chacun d'entre nous ici, qui représentons des marques et des entreprises engagées, des choix difficiles. Comment continuer à être engagé alors qu'il y a une pression économique de plus en plus forte? Comment ne pas céder aux sirènes du court-termisme et continuer l'engagement? C'est facile d'être engagé en temps de paix. C'est beaucoup plus difficile de s'engager, si je reprends les termes de M. Macron d'il y a quelques années, en temps de guerre. Donc les choix, faire des choix difficiles, choisir, c'est renoncer. Il faut renoncer à certaines choses pour réussir dans la durée. Et puis un autre C qui rejoint ça, c'est la constance. Et là, je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous, mais qui ne cesse de m'inspirer, parce qu'il y a cette constance dans la durée. C'est bien sûr Yvon Chouinard de Patagonia, qui continue 60 ans d'entrepreneuriat malgré lui, comme il dit, 60 ans d'entrepreneuriat malgré lui. Il continue à 83 ans à faire des choix. Il a l'entreprise qui vaut 3 milliards, 4 milliards aujourd'hui. Plutôt que de le mettre en bourse, il crée un trust, il remet son entreprise à un trust en décidant, en choisissant qu'il est déjà assez riche comme ça et que son argent serait mieux utilisé ailleurs. Ce sont des choix. Donc sans choix et sans constance, je pense que c'est difficile d'être engagé aussi. Et quelles sont les spécificités de The Good Company en termes de positionnement par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début de cette conférence? Déjà, on essaye de walk the talk, donc on essaye de s'appliquer à nous-mêmes les 3 C dont j'ai parlé. On est B Corp, on est entreprise à mission, on est membre d'1% pour la planète, donc un comité de pensée mais aussi d'action avec pas mal de témoignages qu'il y a eu auparavant. Moi, je trouve qu'il y a un truc pas mal en termes d'engagement, c'est qu'on s'appelle The Good Company. C'est un nom assez engageant. Souvent, nos clients nous demandent, mais si je m'appelle comme ça ou si je fais ce choix-là, est-ce que je ne prends pas un risque? Je suis communicant, donc je sais que s'appeler The Good Company, c'est prendre un énorme risque au niveau de notre naming. On a tous peur du bad buzz aujourd'hui. Nous, on s'appelle The Good Company. Bon, on s'appelle Mustela, on s'appelle Gobi. Bon, c'est compliqué d'avoir un bad buzz. Quand on s'appelle The Good Company, c'est très très dur. Et donc, moi, j'aime bien cette part de risque dans notre nom. Ça m'oblige et ça nous oblige à essayer d'être exemplaires tous les jours. Et puis, peut-être pour finir là-dessus, et c'est important pour, je pense, l'ensemble des personnes qui ont témoigné avant, c'est important aussi pour stratégie. Je pense que l'engagement, c'est quelque chose de sérieux, mais ce n'est pas quelque chose de triste ou de terne. Et je pense que s'il y avait un 4e C, ce serait la créativité. Il n'y a pas d'engagement efficace sans créativité. Dans toutes les histoires d'entreprises que j'ai entendues jusqu'à présent, il y a une forme de créativité dans la naissance de l'entreprise, dans sa manière de fonctionner. Et moi, je crois beaucoup dans la créativité. La créativité, parce qu'elle est un levier, parce qu'elle est un accélérateur de changements comportementaux et aussi d'éveil de conscience qu'on sait dont on a besoin pour faire la transition écologique et sociétale. Et l'engagement et créativité, c'est le même combat. L'engagement chiant, 5e C, pardon, l'engagement chiant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On embarque les gens si on est créatif. Et l'ensemble des marques qui ont parlé aujourd'hui, chacune à leur manière, est créative. De la même manière que toutes les personnes qui ont été efficaces pour changer le monde ont été créatifs. Martin Luther King avait des discours d'un grand lyrisme, d'une grande poésie. Mohamed Ali, lui, avait ses punchlines. Les suffragettes étaient très créatives dans leur manière de manifester. Et s'il y a bien une marque que moi j'admire, que probablement le meilleur lancement des marques des 10 dernières années,
c'est Extinction Rebellion. Quelle marque? Si c'était là, peut-être ils me gronderait, mais quelle marque, quelle force de l'imaginaire, quel logo, ce logo rond, avec le sablier, d'une simplicité pour les communicants dans la salle, ultra déclinable, très impactant. Aucune agence de design ou de com a réussi un logo aussi fort que celui-là. Et puis, leur publicité, qu'on voit placardée parfois dans les rues de Paris. Quel esprit, quelle écriture, quelle cohérence aussi dans le graphisme. Et puis, je vous invite, moi je suis britannique, je vous invite à regarder les vidéos qu'ils font online. Il y a une vidéo désopilante avec Emma Thompson qui est plus drôle que toutes les publicités qu'on a pu imaginer ensemble ici dans cette salle. Voilà, c'est des comédies qui valent les meilleurs sitcoms So British avec Hugh Grant. Donc, créativité, je pense sincèrement, et c'est pour ça que je suis un publicitaire engagé, je pense que je suis passionné par la créativité, mais je suis passionné par la créativité maintenant parce que je pense qu'elle doit être au service de l'engagement. Et si on veut gagner les batailles de demain, il faut qu'on se montre créatif à tous les sens du terme, dans nos business models, dans notre manière de faire du marketing et dans notre manière de communiquer. Merci beaucoup, Luc. On peut l'applaudir très fort. Merci bien. Alors, vous retrouverez l'interview complète de Marlène Schiappa, mais aussi toutes les interventions des participants qui se sont succédés sur scène dans notre magazine du 29 septembre. Donc, ce sera le cahier transition qui sera une version spéciale avec toutes ces tribunes et ces participations. Vous aimez le jazz? Si c'est le cas, restez avec nous parce qu'à 20h30, il y a un concert de jazz de communicants. Avant, il y a le cocktail juste derrière. Et puis, voilà, je voulais juste vous dire merci. Et merci encore aux écoles Le Parisien Média et à The Good Company qui étaient partenaires et qui nous ont accompagnés ce soir. Merci à eux, merci, bravo à eux. Et puis à tout à l'heure pour le concert de jazz. Bonne soirée à tous. Et puis revenez pour le Stratégie Festival jusqu'à jeudi soir. Bonne soirée.